Eh bien, bonsoir et bienvenue à Rayon d'influence. Aujourd'hui, une émission spéciale à plusieurs points de vue. Premièrement, c'est la dernière de la saison. Alors, nous aimerions vous remercier de votre fidélité tout au cours de la série. C'est aussi une émission spéciale parce que nous sommes au Salon du Livre de Québec pour vous présenter cette dernière. Le Salon du Livre, je lis mes notes, le Salon du Livre, c'est 900 auteurs. C'est à peu près le même nombre de maisons d'édition et c'est plusieurs milliers de livres, toutes catégories confondues. Le Salon du Livre de Québec, c'est aussi des choix que nous allons vous proposer, des choix de lecture pour l'été qui vient d'arriver. Et le Salon du Livre, c'est la bande dessinée, c'est les enfants, c'est le Mexique et Haïti à l'honneur cette année. Et maintenant, si vous le voulez bien, franchissons ensemble les portes du Salon du Livre de Québec. On connaît Québec-Amérique beaucoup pour sa littérature adulte, mais Québec-Amérique, c'est aussi la littérature jeunesse. Comme aujourd'hui, les jeunes sont présents partout, j'aimerais ça que vous nous fassiez part un petit peu de vos choix de lecture que vous conseillez aux jeunes pour cet été. L'été. Le choix est difficile, il y en a tellement. Alors, si on commence, disons, pour les 7 ans et plus, le premier choix, à mon avis, moi, ce serait Capitaine Statique, le 3e tome de la série Statique. Celui-là s'appelle L'étrange Miss Flecy. C'est un texte d'Alain M. Bergeron. Le Capitaine Statique, c'est un petit garçon, en fait, qui s'appelle Charles Simard, qui a découvert du jour au lendemain qu'en se traînant les pieds sur le tapis avec ses pantoufles en fin de texte, il pouvait donner des chocs. Alors, il devient un peu super-héros, Capitaine électrique. Dans ce 3e tome-là, il fait la rencontre de son alter ego féminin, Miss Flecy, une femme envoûtante, une super-héros comme lui. Et curieusement, depuis qu'il l'a rencontré, ses pouvoirs semblent avoir complètement disparu. Alors, on se demande, est-ce que le Capitaine Statique, est-ce que c'est la fin du Capitaine Statique, en fait? Et ça s'adresse à un public de quel âge? 7 ans et plus, disons. Ce qui est très intéressant avec ce livre-là, c'est que c'est à la fois roman et BD. Alors, les garçons adorent ça, les filles aussi, mais les garçons particulièrement. Ça serait ma première suggestion. OK, je vous remercie. Et votre deuxième choix? Alors, mon deuxième choix comme lecture d'été cette saison, ce serait Robin Sylvestre, Livreur Express de Véronique Drouin. C'est le premier tome d'une nouvelle série qu'on lance cette saison. C'est pour les 9 ans et plus. Robin Sylvestre, c'est un garçon de 13 ans environ. L'été commence. Malencontreusement, il brise la lunette arrière de la voiture de sa voisine, qui est une vraie chipie. Alors là, il doit trouver un moyen rapide de trouver 1000 $ pour rembourser cette dame-là. Alors, il devient livreur de produits naturels pour son grand-père. Il trouve ça très, très plate comme job, jusqu'au jour où il y a un gros accident en vélo et il doit vérifier le contenu de ses paquets. Et il découvre que son grand-père livre des choses très particulières, des choses vivantes. Je ne veux pas vous voler le punch, là, mais disons qu'il y a une fée mêlée à tout ça. Alors, c'est très, très drôle. C'est un roman aussi super bien illustré par Véronique Drouin, qui est à la fois auteure et illustratrice. Alors, ça va chercher vraiment tout le monde. On a un peu des illustrations de type manga là-dedans. Alors ça, c'est un gros, gros coup de cœur de la saison. C'est très, très drôle et c'est aussi un peu, sans être un suspense, disons qu'il y a une petite intrigue policière là-dedans. Alors, très, très agréable à lire. Et comme dernier choix? Alors, mon dernier choix, cette fois-ci, plus pour les ados, disons 12 ans et plus, c'est Miss Pissenlit d'André Poulain. C'est le premier roman pour adolescents d'André Poulain qui est bien connu. C'est une auteure très, très populaire. C'est l'histoire de Manouane. Manouane qui a 15 ans. Elle vit en campagne sur une ferme. Puis, dès le début, on voit que Manouane est très fâchée. Elle en veut à la vie. Elle a envie de tout casser. On comprend pas pourquoi tout de suite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé quelque chose de très grave dans sa famille et que depuis ce temps-là, elle est ostracisée par les gens autour. Tout le monde la rejette. Peu à peu, au fil de l'histoire, qui est très romantique aussi, on va découvrir c'est quoi le bobo, en fait, qui se cache derrière ce rejet-là. Et ça traite, entre autres, de schizophrénie. Sa mère souffre de schizophrénie. Alors, c'est un roman très, très particulier qui aborde des thèmes super originaux. Et la fin, ça vous arrache une larme, c'est assuré. On dit que les jeunes ne lisent plus. À regarder l'éventail de livres jeunesse qui se publient chaque année, j'aurais l'impression, moi, de dire que c'est un cliché qui est faux. Alors moi, je pense que c'est tout à fait faux. En fait, les jeunes lisent beaucoup. Ils lisent ce qu'ils ont envie de lire. Hein. Il faut qu'ils trouvent le livre qui va répondre à ce qu'ils cherchent, à ce qu'ils ont envie de lire. Parfois, on essaie de leur faire lire des grands classiques de la littérature, mais c'est pas ça qu'ils ont envie de lire. Je pense que tous les livres sont bons. L'important, c'est de lire et de trouver ce qu'on aime. Merci beaucoup. Mais de rien, ça m'a fait plaisir.
Bon, maintenant, nous sommes au stand de l'Instant Même, maison d'édition bien connue à Québec et bien connue dans le Québec. J'aimerais vous demander quelles sont vos nouveautés, quelles nouveautés vous avez à nous proposer ici au salon? Bien, premièrement, un qui vient tout juste de sortir, c'est de M de Monsieur Hans-Jürgen Greif. C'est un roman policier. Ça débute avec la narration c'est le meurtrier qui va expliquer ce qu'il vient de faire, le geste qu'il vient de faire. Il explique à une femme qui croit aimer cet homme-là. Puis il va essayer de raconter, justifier ce geste-là. Et comme autre choix? On a ici un recueil de nouvelles de Monsieur Luc Bureau. Monsieur Bureau, c'est un géographe. C'est pas son premier écrit, mais c'est tous des récits qui mettent un peu en scène des événements qui lui sont plus ou moins arrivés. Ce qui est très amusant, c'est son langage, sa façon d'exprimer les choses, très ironique, très drôle, très amusante. Les gens qui l'ont lu, qui le connaissent, ils disent que c'est un petit bonheur, là. On lit ça, puis ça égale la journée. Ah, vous nous donnez le goût de le lire. Et comme troisième et dernier choix? Je dirais Vie d'Anne-Sophie Bonenfant de François Blais. C'est une histoire très amusante aussi. C'est un jeune homme qui... un peu pour séduire une jeune fille, décide de faire sa biographie. C'est une jeune fille de 20 ans. On peut imaginer que c'est un peu court comme biographie, mais il réussit à travers la vie de la jeune fille à représenter l'époque de toute sa jeunesse. Et ça aussi, c'est très amusant. De toute façon, François Blais a toujours un ton un peu ironique, là, très agréable aussi. On peut pas non plus parler de l'Instant Même sans parler de Bertrand Bergeron. Je crois que vous avez quelque chose de Bertrand qui sort. C'est sorti au début de l'année. C'est une réédition d'un de ses premiers recueils de nouvelles, Maison pour touristes, qui avait gagné à l'époque le prix Adrienne Choquet de la nouvelle et le prix Gaston Gouin. C'est sorti en janvier. Merci. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu des Messagers de Gaïa. Oui, bonjour. Bien, Les Messagers de Gaïa est une série fantastique, épique et spirituelle, parce que donc ça se passe dans une dimension parallèle à la nôtre, une époque qui ressemblerait à la Rome impériale, mais avec des créatures fantastiques et de la magie. Et donc c'est l'histoire d'un groupe de personnages qui ne se connaissent pas, mais qui ont tous choisi d'accomplir une mission en commun, celle d'amener au peuple des préceptes de vie, afin que les gens retrouvent leur spiritualité perdue. Alors donc les personnages doivent subir des initiations spirituelles pour réharmoniser leurs 7 chakras, retrouver un lien avec Gaïa, la Terre, et donc d'accomplir leur mission. Alors ils sont pourchassés par des cristallomanciens qui veulent les assassiner avant qu'ils n'aient pu atteindre les peuples et peut-être semer le désordre social. Alors vous avez de l'action, du suspense, de la magie, de belles histoires d'amour. Ça s'adresse à une clientèle de adolescents, 14-15 ans et adultes aussi. Parce que la particularité de la série, c'est vraiment qu'on suit un groupe de personnages pendant 2000 ans dans 4 époques différentes. Alors les personnages se réincarnent d'un livre à un autre. Et là, justement, dans le 5e tome, la dernière cristallomancienne, ça se passe 500 ans après. Et donc, les personnages sont tous réincarnés et on les suit. Donc, il y a des notions de karma, de vie après la mort, de paix, hein, et puis de pardon que les personnages peuvent se faire. Et ça me donne l'opportunité aussi de faire en sorte que des personnages mauvais peuvent, à force de se réincarner, devenir bons. Voyez. Qu'est-ce qui vous a amené à ce type de littérature? Bien, écoutez, moi j'ai baigné depuis très jeune dans la spiritualité. Ma mère était médium. Alors ça fait très longtemps que j'ai en tête l'idée d'écrire l'histoire d'un groupe de personnages sur plusieurs siècles. Alors c'est ça qui m'a vraiment accroché pour cette série-là. Bon, c'est publié chez Michel Quintin. Michel Quintin, il me semble que cette maison d'édition-là se diversifie de plus en plus. Effectivement, les éditions Michel Quintin ont commencé par faire du livre animalier, parce que M. Quintin lui-même est vétérinaire de profession. Mais là, depuis plusieurs années, il se diversifie beaucoup dans la littérature jeunesse. Vous avez d'excellentes collections, autant pour les plus jeunes, comme Gaïg, hein, comme Will Gandhi, que beaucoup de jeunes connaissent, mais aussi des séries plus adultes, comme Agrippa, que vous avez derrière, là, et aussi la nouvelle série Québec Insolite, qui couvre donc des témoignages personnels et véridiques sur les fantômes, les sorcières, tout ça. Mais Michel Quintin a aussi des séries plus petites,
pour plus petits également, et des livres pratiques aussi sur les oiseaux, les vins, tout ça. Et ce sont aussi de très beaux livres, des couvertures en relief, très imagées. Oui, effectivement, moi ce que j'aime beaucoup aux éditions Michel Quintin, c'est que chaque série est prise vraiment à part et on veut créer un univers particulier à chaque série. Donc vous avez vraiment des couvertures qui sont vraiment uniques et spécifiques à chaque série avec un graphisme particulier. Donc là, à ce niveau-là, les auteurs sont vraiment très choyés. C'est ce qu'on nous a dit. Nous avons reçu à Rayon d'influence il y a quelques semaines Mario Fecteau, qui est de la région des Appalaches où nous sommes situés et qui nous a dit le plus grand bien. Effectivement, Mario a publié en ce moment la série Les Maîtres du Pentacle. Et si vous les regardez, là, ils sont vraiment très très bien faits. Ouais. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup à vous et bon salon. Nous sommes au stand des éditions des Forges. Je suis en compagnie de Céline. Alors, Céline, avant peut-être de mentionner vos choix, vos suggestions de lecture, un petit mot sur les éditions des Forges, la particularité de cette maison d'édition. Nous sommes une maison d'édition qui fait uniquement de la poésie depuis 39 ans. Nous sommes situés à Trois-Rivières et nous sommes internationales, donc beaucoup de coéditions de livres bilingues, donc une version française avec espagnol ou italien, des choses comme ça. On dit que, bon, la poésie, c'est pas ce qui se vend le mieux, que les auteurs ne peuvent pas gagner leur vie avec la poésie. Est-ce que les éditeurs y arrivent? On y arrive, bien sûr, avec les subventions pour faire nos livres, mais nous, ce qui nous donne une chance, c'est vraiment d'être à l'international. Bien, je vous remercie. Maintenant, on va passer à vos 3 suggestions pour cet été. Donc, comme le Salon du livre de Québec est à saveur mexicaine cette année, je vous suggère Silence imposteur d'Andrea Montiel, qui est vraiment mexicaine et qui est présente ici au Salon du livre de Québec. Jean-Marc Desjans, qui est un auteur de Montréal, qui est vraiment bien connu. Ça, c'est sa dernière nouveauté qui vient de sortir. Et ça s'appelle, celui-là? Portrait de famille. Et un auteur que vous connaissez bien, Pierre Perrault, et qui est vraiment un classique, qui est vraiment très aimé de tout le monde. Bien, je vous remercie beaucoup. On va suivre l'évolution des éditions des Forges. Bien, merci beaucoup. Maintenant, je suis en compagnie de Gino Lévesque pour son ouvrage, je ne le répéterai pas. Un ouvrage, je dirais, particulier, mais je vais laisser Gino peut-être nous en parler tout simplement. Salut Mario. Bien, en fait, il s'agit d'un roman dans lequel tous les mots sont différents. Les noms, verbes, adverbes et adjectifs dans cette histoire ne sont employés qu'une seule fois chacun. Si on prend pour exemple le verbe être, eh bien, on ne le retrouve qu'à la page 2. Hein. Nulle part ailleurs il n'apparaît. C'est la même chose avec avoir. En fait, c'est plus de 15 000 mots différents à l'intérieur de 100 pages. Vous savez, jamais encore là, jusqu'à aujourd'hui, le cerveau humain n'a eu le plaisir de pouvoir absorber autant de données différentes dans un tel condensé cohérent. Vous allez vraiment vivre une expérience de lecture incomparable. D'où vous est venue l'idée? J'ai voulu explorer les possibilités du langage. J'avais envie de vous offrir une dimension supplémentaire à l'expérience même de lecture et je souhaitais, à ma manière, créer un temple pour rendre hommage à la langue. Parce que justement, vous êtes un amoureux des mots. Ah oui, j'aime beaucoup jouer avec les mots. J'adore faire l'amour avec la langue et avec cette création, j'ai eu beaucoup de plaisir. Vous me demandiez d'où venait l'idée. Mon ouvrage, ma démarche littéraire, elle est oulipienne. Oulipo, c'est un acronyme pour Ouvroir de littérature potentielle. Georges Perec, très populairement connu pour la disparition dans lequel le E est totalement absent. Alors, un peu, oui, j'ai été influencé par les Oulipo à travers ma démarche. Et c'est un travail qui a dû prendre tout de même quelques temps. Là. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Ça m'a pris 3 années. C'était vraiment devenu une obsession. Là, ça va, je suis guéri, là. Si vous me permettez l'expression, j'étais devenu un obsédé textuel. En tout cas, moi, j'ai pas de crainte de le conseiller. Je l'ai lu, je me suis beaucoup amusé et j'ai vraiment aimé l'exercice. Oh, merci, c'est très flatteur. Et vous savez, on vient même d'en faire une adaptation cinématographique. Oui, je me suis métamorphosé en cinéaste pour vous offrir un prolongement de ma vision initiale de romancier. Le film se veut vraiment, lui, une invitation à la lecture. Vous allez trouver des détails qui sont plus développés que dans le roman. L'inverse également est vrai, donc un vient compléter l'autre. Une façon de rentrer dans votre monde par l'image? Ah ben oui, c'est tout à fait ça. Ah oui, à travers le cinéma, ça m'a permis en fait de refléter les caractères de mes personnages sur l'écran.
Bien, merci beaucoup. Hey, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes maintenant au stand des éditions du Vaisseau d'Or et des éditions GV. Tout d'abord, en compagnie de Monsieur Guy Voyer, qui, j'imagine que GV, c'est votre maison d'édition. Exactement. Et on retrouve quoi chez GV? J'ai publié depuis 2007 4 romans et nouvelles. C'est des romans de science-fiction et aussi des romans d'action. Alors, j'ai ici mon premier roman, qui est l'Incursion, le deuxième, La Révolte, le troisième, qui est l'Ultime Frontière, et le quatrième, Le Nerf de la guerre. Cette année, en exclusivité, vu que je me publie moi-même, j'ai eu beaucoup de questions concernant l'auto-édition, et c'est là que j'ai décidé d'éditer mon livre, l'auto-édition. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide-là? On retrouve toutes les informations qui sont nécessaires à quelqu'un qui veut s'auto-éditer. C'est fait de façon à ce que j'ai des captures d'écran, je décris comment procéder avec le logiciel Word, comment on fait les mises en page, les marges. Je parle aussi des ISBN, les dépôts légaux, tout ce qui tourne autour d'un livre. Alors, quelqu'un prend ce livre-là et il peut s'auto-éditer. Parce que de plus en plus, les gens écrivent, bon, on dit, les gens lisent moins, en tout cas, peut-être que c'est vrai, mais ils écrivent beaucoup. Il n'y a pas nécessairement toujours une maison d'édition qui va les recevoir, et on veut pareil publier. C'est à ça que peut servir votre livre. Exactement, parce que lorsqu'on veut se faire éditer, il faut faire la file, il faut demander. Et les maisons d'édition reçoivent des centaines de manuscrits par année, ils en choisissent quelques-uns et en publient seulement très peu. Alors, si on veut être publié, on est tous obligés de le faire nous-mêmes, et c'est ce que je préconise avec mon livre, et c'est ce que j'ai fait aussi. C'est ce que vous avez fait. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, sans avoir eu à se déplacer, sans même bouger, nous sommes rendus aux éditions Vaisseau d'Or. Parlez-nous un petit peu justement de cette maison-là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que je vois plein de trucs un peu partout. Oui, ben voici, d'abord, c'est une maison que j'ai créée pour publier mes propres romans. Ce qui est de particulier, c'est que je publie à la fois en version papier et en version numérique. Donc ici, vous avez mes romans, évidemment, en version papier, mais tous ces romans, également aussi, sont en version numérique, notamment en format EPUB, sans verrouillage. Ça veut dire qu'on peut aller les lire, évidemment, sur des iPhones, iPod Touch, sur des lecteurs électroniques, et aussi, j'ai mis sur le marché ce qu'on appelle un livre clé, qui est en fait une clé USB, qui peut contenir mes livres numériques et d'autres livres numériques, jusqu'à 900 livres numériques en fait, qu'on met à l'intérieur d'un port USB d'un ordinateur pour aller lire les livres numériques. Voilà. Une petite carte, tout simplement, comme la carte d'assurance maladie, comme une carte de crédit. C'est vous qui avez créé le principe? Bon, oui, enfin, on n'a créé rien, là, mais c'est avoir eu l'idée. Évidemment, cette carte-là permet un transport facile. On peut la glisser dans son portefeuille, dans sa pochette. Et moi, j'ai donné un nom, celui de biblio numérique. Donc, on peut y insérer tous les livres numériques qu'on possède et qu'on peut transporter facilement. Et rapidement, vos ouvrages parlent de quoi? Bien, en fait, un peu de tout. Ici, c'est un livre, j'étais en Chine il y a quelques années. C'est un livre qui parle évidemment, de jardins chinois. Donc, c'est très intéressant. Disons, ça se déroule un peu avant la dynastie Ming. Ici, nous avons un livre qui est un conte qui se déroule dans les années 1925. C'est l'histoire d'un horloger qui découvre un vieux manuscrit. Et ça se déroule à Québec et ça se termine aux îles de la Madeleine, à l'île d'Entrée. Et ici, c'est un livre plutôt mystique. Ça se déroule dans le Vieux-Québec, notamment dans des endroits particuliers comme Notre-Dame-des-Victoires, l'église Notre-Dame-des-Victoires. Il y a un petit bout qui se déroule aussi à Paris. Alors, vous voyez, c'est très diversifié. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bon, ici, au Trécarré, nous avons l'auteur Steve Proulx pour une série qui s'appelle Le Cratère. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu ce que ça contient, de quoi il en retourne?
Le Cratère, c'est une série pour les 9 à 12 ans, une série d'aventures. Ça se déroule au sein d'un... Le Cratère, c'est le nom d'un journal scolaire. Et à chaque aventure, mes deux personnages, Simon et Lily, vivent des aventures un peu paranormales, un peu inexpliquées, autour d'un reportage pour le journal. Donc, OK, eux sont journalistes. Ils sont journalistes. Ce sont deux jeunes de 14 ans qui participent à une activité qui est le journal scolaire. Donc, Simon prend les photos, Lily est la journaliste qui écrit. Et à chaque tome, il arrive des choses un peu particulières. Dans le premier tome, il découvre un cristal qui a la propriété de pousser au contact de l'air libre. Donc, il pousse jusqu'à prendre les dimensions d'une montagne. Et découvre que ce cristal-là, qui n'existe qu'en une seule copie dans un musée, a été volé. Et là, ils partent à la recherche du voleur du cristal qui pousse. Et donc, ça, c'est l'aventure du premier tome. Et c'est reçu comment par les jeunes lecteurs? Ben, en ce moment, je commence à me promener dans les écoles et les jeunes aiment beaucoup l'univers un peu assez original parce que bon, tout se passe dans un petit village qui est la capitale mondiale du globe terrestre. Il y a une seule usine dans ce village-là, c'est une usine de globe terrestre. Et donc, il y a comme un univers un peu fou. Et les jeunes aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup aussi l'humour de la série, parce que c'est une série qui est très drôle. Et donc, c'est très bien reçu. Ça va très bien. Franchement, la série est jeune. Elle est sortie juste en octobre dernier. Il va y avoir 8 tomes en tout. Il y en a 2 seulement qui sont sortis. Mais pour l'instant, ça va bien. La réponse est bien belle fun. Donc, on pourrait dire que c'est une belle lecture d'été? Ah, ben absolument. Une belle lecture d'été. Oui. Moi, en tout cas, si j'avais de 9 à 12 ans, je lirais ça cet été, c'est sûr. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Eh bien, je suis ici au stand des éditions du Mécène. Évidemment, on ne pouvait faire autrement que de conclure avec Monsieur Jacques Bernard, l'éditeur, qui a passé, disons, si ce n'est pas lui physiquement, ses auteurs ont passé une partie de la saison en notre compagnie. Donc, à tout seigneur, tout honneur. Monsieur Bernard, pouvez-vous nous dire un petit peu quelles nouveautés on peut s'attendre pour l'été aux éditions du Mécène? Pour l'été, mon Dieu, on a déjà pour 2010 7 publications de réaliser, 2 autres en cours pour le mois de mai, et ça suppose bien sûr que ça va continuer, mais si on parle strictement de lecture d'été, je soulignerai en particulier Les légendes d'Irlande de Florian Fortin, qui est un auteur précisément d'Irlande, mais pas de l'autre côté de l'Atlantique, là. C'est un roman fantaisiste qui met en scène des gnomes. Et à travers ça, il y a toutes sortes d'humour, il y a un petit peu de sarcasme, il y a des allusions à la réalité politique et sociale actuelle. C'est un livre qui se déguste. En tout cas, moi, je l'ai dévoré quand j'ai lu le manuscrit. Ça serait certainement une suggestion. Un autre livre d'un tout autre genre, pour les personnes qui voudraient approfondir un petit peu plus leur, disons, âme humaine, si je peux parler de cette façon. Il y a un livre qu'on estime, nous, comme majeur dans notre catalogue. C'est le livre de Gilda Lavoie, s'intitule « Un phare ». Gilda Lavoie est une psychothérapeute, une dame qui reçoit en consultation nombre de personnes et qui a une réputation qui s'étend bien au-delà du Québec, puisqu'elle est connue également dans l'espace américain. Et son livre « Un phare », les commentaires qu'on en reçoit depuis quelque temps, sont dithyrambiques, littéralement. Les gens découvrent à travers cette lecture-là leur propre réalité, découvrent d'une certaine manière le miroir qu'affichent les personnes qu'ils croisent, qu'ils connaissent. Je pense, encore une fois, c'est un livre majeur à découvrir, à lire, et je suis persuadé que les gens qui vont le parcourir en sortiront pas tout à fait de la même façon qu'ils en sont rentrés. Dans un ordre peut-être pour les plus jeunes, on vient d'ailleurs de le lancer tout récemment, le samedi dernier. C'est le 2e volume de Roderick Chabot qui présente en format tête-bêche la 3e et 4e aventure de son héros en devenir, Roch Ringuette. C'est un livre pour les, disons, 8-12 ans à peu près. Et en tout cas, moi qui ne suis pas nécessairement un amateur de livres jeunesse, je me suis surpris à avoir hâte, en tournant les pages, de savoir qu'est-ce qui arrivait aux héros et aux petits personnages. Je pense que les jeunes vont y trouver quelque chose pour les jours de pluie, vraiment fort intéressant. Oui, on remarque que justement, on est en pleine séance de signature aux éditions du Mécène avec un livre jeunesse. On voit les enfants alentour. Oui, c'est justement là, j'ai
3 de mes auteurs, justement Roderick Chabot, qui est avec son livre en format tête-bêche, comme j'évoquais. Au centre, j'en suis particulièrement fier, c'est notre plus jeune auteur, Élodie Maltais, 14 ans, qu'on vient de lancer. Son premier petit roman, c'est pas volumineux, mais à 14 ans, elle démontre déjà une maturité au niveau de l'écriture. Monsieur Bernard, je vais être encore obligé de vous interrompre. Ça sera pas pour le questionnaire de Proust, le temps nous manque. On vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Eh bien, c'est comme ça que se termine la série Rayons d'influence. Vous remercier, bien sûr, d'avoir été avec nous au cours de ces 12 émissions, mais remercier aussi Mario Lavoie, le directeur de TVCRA, Isaël Garetti à la réalisation, au montage, à la caméra, Louis-Jocelyn Gourgue à la caméra, une merveilleuse équipe avec qui c'est agréable de travailler. Et merci aussi au groupe El Dominico sous la direction de Dominique Daigle qui assurait la musique de générique. Alors sur ce, je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine saison.